Moment de jeûne, moment de pénitence, moment de partage, moment de pardon. Et en ce jour où nous pensons à célébrer la Pâque juste dimanche prochain, nous voulons avoir une pensée pour toutes ces personnes qui sont malades, qui ne se portent pas bien, qui traversent des difficultés. Que Dieu vous fortifie. Par ma voix, toute l'équipe de production de Matin Bonheur vous souhaite bien le bonjour, vous souhaite des jours heureux, vous souhaite des instants de bonheur et nous prions ensemble, unis ensemble, pour souhaiter que la paix demeure dans notre pays. Est-ce que vous êtes prêts pour Matin Bonheur ce matin, qui va commencer dans quelques secondes avec la météo? Ici, nous sommes prêts. Attachez vos ceintures. On commence maintenant. Bonjour à tous. Le temps prévu pour cette matinée, la bande centrale et le nord-est connaîtront en début de matinée un temps nuageux, puis progressivement le soleil s'imposera sur ces régions. Dans le reste du pays, le temps sera dans l'ensemble partiellement nuageux et ensoleillé. Les températures prévues pour cette matinée, 24 degrés à Bangourou, 25 degrés à Abidjan et Adiaké, 22 degrés à Bondoukou et Boaké, 21 degrés à Bouna, 22 degrés à Boundiali, 24 degrés à Daloa et Dimbokro, 23 degrés à Gagnoa et Giglo, 22 degrés à Kong et Korogo, 21 degrés à Mans, 22 degrés à Odiéné, 24 degrés à San Pedro et Sassandra, 22 degrés à Séguéla, 23 degrés à Soubré et Tabou, 24 degrés à Tiasalé, 22 degrés à Touba et enfin 23 degrés à Yamoussoukro. Cet après-midi, le temps sera partiellement nuageux et ensoleillé sur l'ensemble du pays. Cependant, en milieu ou en fin de période, les régions de l'ouest, du centre, du sud forestier et du littoral connaîtront quelques passages nuageux denses avec des possibilités d'averses de pluie. En ce qui concerne les températures, nous aurons 33 degrés à Abengourou, 32 degrés à Abidjan, 33 degrés à Adiaké, 35 degrés à Bondoukou, 34 degrés à Boaké, 35 degrés à Bouna, 34 degrés à Bondiali, 33 degrés à Daloa, 35 degrés à Dimbokro, 33 degrés à Gagnoa et Giglo, 35 degrés à Kong et Korogo, 33 degrés à Mans, 34 degrés à Odiéné, 31 degrés à San Pedro, 32 degrés à Sassandra, 33 degrés à Séguéla, 32 degrés à Soubré, 30 degrés à Tabou, 32 degrés à Tiasalé, 34 degrés à Touba et enfin 35 degrés à Yamoussoukro. Merci à vous pour votre aimable attention et passez une très belle journée sur la RTI. C'était juste la météo pour vous donner la couleur du temps. À présent, découvrons ensemble les différentes rubriques que nous vous réservons aujourd'hui à travers ce sommaire illustré que le réalisateur veut bien nous proposer. Il y aura information jour J après le flash d'information de Régis Kofi qui s'installe et qui est sûrement prêt. Et nous pourrons aussi avoir les prix de nos denrées alimentaires sur nos différents marchés dans la rubrique « Combien
combien ça coûte. Juste après cette rubrique, on aura à bouger. Mais aujourd'hui, chers parents, n'oubliez pas, c'est mercredi. Et ici, les mercredis, on fait le sport avec nos enfants. On est en mode fitness familial. En plus, ce sont les congés de Pâques. Donc, ils sont à la maison, réveillez-les. La revue de presse en mode classique pour les différents titres que la presse nationale nous propose. Dans le viseur, ça sera très, très, très intéressant aujourd'hui. Si vous restez avec nous, notre enquêtrice maison va nous entretenir sur un thème très important et invité du jour, on parlera des couples qui s'exposent sur les réseaux sociaux et ces couples qui malheureusement ont été détruits par leur exposition sur les réseaux sociaux. On mettra un point final à cette émission juste après information continue, info continue ou Matin Express et selon en fonction de ce que Renaud Kobia pourrait nous proposer. Régis Kofi est prêt. Nous commençons maintenant à suivre le premier flash d'information. Nouveau marathon de l'information qui démarre maintenant. Bienvenue à toutes et à tous. Le Sénat de Côte d'Ivoire a effectué sa rentrée solennelle 2022 hier à Yamoussoukro. Tout au long de l'année parlementaire, divers projets de loi émanant du président de la République. À travers ses émissaires, détenteurs de portefeuilles ministériels seront votés. Des débats sont également prévus. 3 groupes parlementaires répartis dans 6 commissions vont animer l'hémicycle tout au long de cette année parlementaire. Le Premier ministre Patrick Hachi, vous le voyez sur ces images, a représenté le président Alassane Ouattara à l'ouverture de cette session ordinaire. Selon la Constitution, cette cérémonie marque le début des activités parlementaires du Sénat pour cette année. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, offre des dons en vivres en valeur de 130 millions de francs CFA à la communauté chrétienne. C'était hier au cours d'une cérémonie organisée au siège de la fondation Children of Africa, sa fondation à Cocody. Le point de Viviane Aïma. À l'approche de la célébration, le 17 avril de la fête de Pâques, ce mardi 12 avril, la première dame de Côte d'Ivoire a convié à son cabinet les représentants de toutes les obédiences chrétiennes en Côte d'Ivoire pour une remise de dons à la communauté chrétienne de Côte d'Ivoire pour la fête de Pâques. Chrétiens catholiques, chrétiens évangéliques, chrétiens orthodoxes, protestants méthodistes, chrétiens célestes et autres églises révélées de Côte d'Ivoire, sœurs religieuses de plusieurs congrégations catholiques, ils ont répondu présents à l'invitation de la première dame de Côte d'Ivoire. Le rôle est revenu aux représentants du cardinal Jean-Pierre Coutois d'exprimer la gratitude de la communauté chrétienne de Côte d'Ivoire pour l'acte de générosité posé une nouvelle fois par la première dame après le don fait l'année dernière à la communauté chrétienne. Madame la première dame, au nom du cardinal Jean-Pierre Coutois, archevêque d'Abidjan, qui m'envoie le représenter au nom de la communauté catholique, au nom de tous les autres frères et sœurs bénéficiaires de ces dons et à mon nom propre, je voudrais vous dire merci du fond du cœur. Que ces remerciements fassent écho à toute votre famille, en particulier à Monsieur le Président de la République et à tous ses collaborateurs, tous vos collaborateurs qui vous entourent et qui vous aident dans cette œuvre précieuse de charité. Ce don offert à la communauté chrétienne de Côte d'Ivoire est composé d'importantes quantités de vivres. Pour la fête de Pâques, Madame la Première Dame, à travers sa fondation, offre 3000 sacs de riz de 25 kg, 2500 cartons de pâtes alimentaires de 5 kg, 1250 cartons de bidons d'huile, 750 cartons de pâtes de tomates concentrées, 10 000 paquets de couscous de 500 grammes chacun et 400 cartons de boîtes de lait bonnet rouge et 100 cartons de boîtes de petits pois. Tout ceci d'une valeur de 130 millions de francs CFA. Saisissant l'occasion de cette rencontre, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a appelé les leaders chrétiens à œuvrer pour la préservation de la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Je voudrais inviter les guides religieux
à davantage de prières d'intercession en faveur du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, en faveur du gouvernement avec à sa tête M. Patrick Hachi et toutes les populations qui vivent dans notre beau pays. Par ailleurs, je voudrais les inviter à exercer les activités cultuelles dans le respect des lois et règlements de notre pays, en mettant un point d'honneur au respect de la foi manifestée par les autres communautés religieuses. Gage de vivre ensemble que prône inlassablement le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Recevant ses coreligionnaires chrétiens en cette veille de Pâques, la première dame de Côte d'Ivoire leur a exprimé sa solidarité. Chers frères et sœurs, c'est pour moi une joie de vous retrouver en cette semaine sainte, annonçant la fête de Pâques comme chaque année, afin de vivre avec vous les valeurs de partage et de solidarité incarnées par cette grande fête chrétienne. Cette année encore, nous avons décidé d'offrir des vivres à nos frères et sœurs chrétiens défavorisés afin de leur permettre de passer la fête de Pâques autour d'un bon repas dans la quiétude et dans la joie. Nous voulons surtout qu'ils sachent que nous sommes solidaires avec eux et que nous prions le Seigneur pour que leur situation s'améliore. À nos chers guides religieux ici présents, ainsi qu'à toute la communauté chrétienne, je voudrais, au moment où nous préparons à célébrer la fête de Pâques, vous demander de prier encore plus ardemment pour que notre pays demeure dans la paix et dans l'unité. Soyons unis dans la prière et vouons nos cultes à la paix dans notre pays. Joyeuse fête de Pâques à toutes et à tous. La première dame de Côte d'Ivoire a ensuite procédé à la remise symbolique des dons aux représentants des différentes obédiences chrétiennes en Côte d'Ivoire. On termine avec du football, la Ligue européenne des champions. Au terme d'un match époustouflant, le Real Madrid s'est qualifié face à Chelsea. Le Real Madrid qui a perdu hier 3-2, mais à l'aller, la Maison-Blanche a battu les Blues 3-1. Dans l'autre opposition de la soirée, Villarreal élimine le Bayern Munich. Les deux formations se sont quittées sur un match nul, un but partout. À l'Allianz Arena de Munich, Robert Lewandowski avait mis les siens sur de bons rails à la 52e avant que Samuel Chukwueze n'égalise en toute fin de rencontre à la 88e. 1-0 pour les sous-marins jaunes à l'aller, il faut le rappeler. On se retrouve à 7h. Merci Régis Kofi. À 7h, on aura le deuxième flash d'information. Mais l'information continue sur Matin Bonheur et on s'intéresse à présent à Info Jour J. Concernant les informations jour J, toute cette semaine, Daoukro est à l'honneur et depuis lundi, on parle de la 17e édition du FICAD, le Festival international des arts de Daoukro, sous le thème « L'industrie culturelle et des arts, facteur de développement local ». Et ça a débuté, comme je l'ai dit, pas lundi, depuis samedi 9 avril. Et la fête prendra fin le dimanche de Pâques, c'est-à-dire le dimanche 17 avril. Et on retrouve encore aujourd'hui la première dame de Côte d'Ivoire qui, cette fois-ci, décide d'honorer la jeunesse africaine à travers le parcours d'une princesse. Il s'agit de Miss Monde Afrique Olivia Yassé qui sera reçue aujourd'hui et honorée par la première dame de Côte d'Ivoire. Un autre événement, la ministre de la Famille... La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Madame Nassene Batouré, offre une rupture collective et on va retrouver nos frères et sœurs chrétiens et musulmans à rompre le jeûne ensemble à la Kestab. Ce sont les trois événements de la journée. Ce sont ces trois événements qui se produiront, bien sûr, sur le territoire abidjanais. Nous avons à vous proposer maintenant cette rubrique qui va vous aider sûrement parce qu'on s'apprête pour les festivités de la Pâques. C'est combien ça coûte? Nous
avons notre nutritionniste maison qui nous demande de faire attention, mais la Côte d'Ivoire est belle, la Côte d'Ivoire est riche en aliments et c'est difficile de faire le régime alimentaire. Et nous, on commence à vous proposer de la bonne graine de palme. La graine de palme à 300 francs CFA le kilogramme. Regardez comment c'est rouge là, ça donne envie de faire une bonne sauce avec un peu de poisson fumé dedans, du plot, du crabe. Moi, j'aime le crabe, les crabes avec les œufs dedans, s'il vous plaît. Je passe ma commande. Alors, de la carotte à 900 francs CFA le kilogramme, toujours bon pour les yeux, pour la peau, pour le teint. Il ne faut pas hésiter. En salade, ça passe. En sauce, ça passe. De la carotte à 900 francs CFA le kilogramme. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? De la papaye, un peu de fruits. Et les graines aussi nous aident à nous déparasiter. Donc, on peut avoir de la bonne papaye à 600 francs le kilogramme. C'est la partie qui me dérange. Je ne sais pas pourquoi les prix ont flambé comme ça concernant le citron, mais c'est vraiment cher en ce moment. Vous avez donc des citrons à 900 francs CFA le kilogramme. C'est pas la saison, mais on en a besoin tous les jours et voilà. C'est à 900 francs le kilogramme en ce moment, le citron. Un peu d'avocat à 350 francs CFA le kilogramme. Ça passe au petit déjeuner, à midi sur une salade, même le soir en salade. J'adore l'avocat, c'est magnifique ça. Donc 350 francs CFA le kilogramme et le plein de vitamine C avec du jus d'orange made in Côte d'Ivoire, bien sucré, à 350 francs CFA le kilogramme. Les oranges que nous avons présents sur nos différents marchés. J'espère que ça vous aide, amis téléspectateurs, parce que je sais que tout le monde sera en train de faire les courses pour la fête de Pâques. Et en même temps aussi, c'est le jeûne musulman. Donc, on se ravitaille en produits vivriers. Nous avons des fruits encore. Cette fois-ci, on s'intéresse à l'ananas à 350 francs CFA le kilogramme. Après, les amis, vous ne m'avez pas dit si c'était de l'ananas de Beaunois. Moi, j'adore l'ananas de Beaunois, je ne cesserai de le dire. Donc, on a l'ananas à 350 francs CFA pour terminer cette rubrique. Combien ça coûte? Et ici, c'est les enfants qui sont à l'honneur, chers amis téléspectateurs, fidèles de Matin Bonheur. Vous savez que le mercredi, c'est avec les enfants qu'on fait le sport. En plus, ils sont en congé de Pâques, 2 semaines à la maison. Il faut bien bouger avec eux, il faut les emmener à faire des activités. On va donc s'étirer. On va faire des étirements avec les enfants et c'est dans la rubrique fitness. Bonjour, bonjour, je suis à la maison Kodjabaté pour vous servir. Aujourd'hui, c'est mercredi. Et qui dit mercredi parle de fitness. Aujourd'hui, légère séance d'étirement avec nos enfants, avec nos bébés, avec des jeux à l'intérieur, petites distractions, petits moments ludiques. Sur ce. Et là, on va respirer normalement. Respirez normalement. Soyez relax, regardez droit devant vous et respirez. 2. Respirez normalement. Toujours. Respirez. Allez, respirez. Respirez toujours. Et là, soufflez. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Souffle. Inspire. Sortez les mains sur le côté là en soufflant. Inspire. Souffle. Séparez grand les jambes. Restez là, restez là. OK. Et descendez avec le bus. Posez les mains à la taille. Et regardez le sol. On ne descend pas trop le bus, remonte légèrement. Voilà, il reste face au sol.
Remonte un peu légèrement le buste, remonte un peu encore. Remonte le buste, remonte là. Monte un peu, voilà. Et reste comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Allez, on va chercher la pointe des pieds avec la main opposée et lever l'autre main là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On va changer aussitôt, tout doucement, restez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On revient là, on entrelace les doigts devant et on tire là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Fléchis tes genoux et remonte le buste tout doucement là et pousse sur la jambe, grandis. Ça peut aller. Là, on a l'étirement debout. OK? Allez, pointe la jambe, le pied. Et là, monte les mains. Entrelace les doigts. Et fléchis la jambe avant. Et regarde droit devant toi. 1, 2, ne descends pas trop. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ah, ça fait plaisir de bouger comme ça avec les enfants, en famille, c'est magnifique. Le bon café de Côte d'Ivoire. J'espère que chez vous, vous avez eu le temps de prendre le petit déjeuner. Sinon, n'hésitez pas à en commander quand vous arrivez au bureau. Pour ceux qui ne jeûnent pas, bien sûr. Nous avons un dossier à vous proposer. Nous retrouvons des Ivoiriens qui arrivent à se positionner, mais de la plus belle manière, pas en Côte d'Ivoire, mais de l'autre côté en Europe. Regardez. 10e arrondissement, Paris. Bienvenue à Château d'Eau, capitale des salons de coiffure afro-caribéens. Dans ce quartier, dominé par le commerce, cet homme en manteau blanc avec une casquette noire sur la tête règne en maître. Logobi se fait-il appeler? C'est un lieu de commerce où il y a plusieurs salons de coiffure. Voilà, donc il y a plusieurs racoleurs aussi. Donc à la base, je suis là pour mettre de l'ordre. Ce que Logobi ne nous dit pas, c'est que ces services sont payants. Hors caméra, l'un des commerçants nous avoue qu'il débourse 50 € en moyenne par mois pour avoir la protection du tout-puissant Logobi. À quelques encablures de là, Moussa, ce jeune Ivoirien, était chauffeur de taxi en Côte d'Ivoire. Il arrive en France en 2012. Quand il s'est arrivé en France ici, déjà, puisque la coiffure, ce n'était pas mon métier, on est venu se chercher au fait, comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire. Donc quand je suis venu, ils m'ont dit qu'il y a un coin qu'on appelle Château d'Eau, où on peut se défendre. Le rôle de Moussa était de ramener des clients au salon de coiffure contre une commission. Aujourd'hui, il possède son salon de coiffure. Il nous raconte comment il est parvenu à avoir un local dans cette rue tant convoitée par les jeunes. Et les cartes à main, ils demandent aux clients, les personnes, ah vous coiffez, madame coiffez, madame coiffez. Et vous voyez, voilà, c'est dans ça un peu, j'ai économisé un peu. Mon premier magasin d'abord, il y a eu 6 000 €. Moussa n'a pas voulu divulguer son chiffre d'affaires, mais il nous rassure, il gagne bien sa vie. Mon plus grand rêve aujourd'hui, c'est d'avoir l'argent en fait, comme il le faut, pour aller réaliser chez moi. Il faut reconnaître que chacun est mieux ce soir. On retrouve les Ivoiriens dans presque tous les domaines d'activité en France, qu'il s'agisse du commerce, de la coiffure, de la musique, de la restauration, du showbiz ou encore de la livraison. Mamadou est arrivé en France par la mer en 2016. Si on me demandait de refaire ce trajet-là, sincèrement dit, je ne peux pas. C'est parce que c'est arrivé ici que j'ai su qu'on a pris de gros risques au fait. De gros risques pour rien. Après plusieurs démarches pour être dans la légalité sur le sol français, Mamadou gagne sa vie dans la livraison de biens et services. Il ambitionne de créer son entreprise de livraison en Côte d'Ivoire dans quelques années, Aubervilliers en Île-de-France. Nous allons à la rencontre de Joe Papi, un autre Ivoirien de 46 ans et passionné du show business. Café Cacao, c'est le nom de sa boîte de nuit transformée en terrasse en raison du Covid-19. Un espace qui fait la promotion de la musique, mais aussi de la gastronomie ivoirienne. C'est une terrasse qui regroupe tous les Ivoiriens de la diaspora et les Africains, bien sûr. En collaboration avec le MODER, on essaie
de parler d'amitié, concept événementiel. En cet espace, Joe Papi reçoit tous les artistes ivoiriens venus faire la promotion d'une nouvelle œuvre en France de façon gratuite. C'est sa contribution au développement des sonorités de Côte d'Ivoire dans l'Hexagone. Joe Papi a monté son business sans aucune aide et a dû compter sur son carnet d'adresses et sa réputation dans le milieu du showbiz. Tous ces entrepreneurs que nous avons rencontrés ont un souhait, celui de recevoir l'appui de leur pays d'origine. Avenue Raymond Poincaré. C'est dans cette rue que se trouve l'ambassade de Côte d'Ivoire. Nous venons à la rencontre de César Naounou, président des chefs d'entreprise de la diaspora ivoirienne en France. Selon lui, pour atténuer les difficultés rencontrées dans l'entrepreneuriat, les chefs d'entreprise se sont réunis en association. César nous explique les difficultés rencontrées. On a beaucoup d'entrepreneurs qui confondent les recettes et les dépenses. Donc, ce qui fait qu'ils ont des entreprises qui ne durent pas. Parce qu'une entreprise commence à se développer dans la 3e année. Avant la 3e année, c'est une entreprise qui peut arrêter. Donc, non loin de cette salle, le bureau de l'ambassadeur Maurice Kwaku Bandama, bien au fait des réalités des entrepreneurs rencontrés. Nous avons un devoir de soutenir nos compatriotes qui est prescrit dans la feuille de route que le chef de l'État nous a confiée. Et le ministère de la Jeunesse a pu dégager un budget, un fonds de plus d'1 milliard, 1,3 milliard pour soutenir les jeunes de la diaspora à partir de la France. Et pour preuve, en septembre 2020, le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion et du Service civique a lancé un fonds à l'intention des jeunes entrepreneurs de France. Le représentant diplomatique de la Côte d'Ivoire voit plus grand. Nous sommes également en échange avec le cabinet de la Première Dame pour que nous puissions aussi ouvrir un volet du FAFSI, de fonds d'appui aux femmes de la diaspora en France. Donc l'ambassade n'est pas un ministère. Quand nous recevons les sollicitations de nos compatriotes, nous les transmettons au ministère compétent. 200 entreprises ivoiriennes sont installées en France, selon l'ambassadeur. Et ces entreprises ont de l'avenir. La diaspora ivoirienne en France ne compte pas baisser les bras face aux difficultés. Elle promet se donner les moyens pour se positionner parmi les meilleures entreprises de France. Et l'ambassadeur les y encourage. Pour lui, le meilleur moyen, c'est se mettre en fêtière. Et ça fait plaisir de voir des Ivoiriens qui s'illustrent bien dans la vie active en France. Et on voudrait, à travers ce reportage, saluer tous les Ivoiriens de la diaspora. C'est l'heure de la revue de presse. Renaud Kevin Kobia vient de nous rejoindre. Bonjour, comment ça va aujourd'hui? Bonjour Naomi, ça va super bien. Plusieurs nouvelles à vous apporter aujourd'hui, amis téléspectateurs, et on commence tout de suite avec le président de la République qui a remanié le directoire du RHDP. Oui, bonjour à tous. C'est ce que révèle Soir Info, selon le confrère qui cite le mensuel panafricain Jeune Afrique. Cette opération a été faite discrètement au début de ce mois d'avril par le chef de l'État, qui est par ailleurs le président du parti au pouvoir. Et pour le quotidien, après avoir dévoilé le nouvel organigramme du RHDP le 28 février 2022, ce mini-remaniement est une nouvelle preuve du vent de changement qui souffle sur le parti présidentiel. Et vous décidez de nous proposer un chiffre pour la revue de presse de ce jour. Oui, 14 000, et il correspond au nombre d'agents des forces de défense et de sécurité qui seront mobilisés sur l'ensemble du territoire national afin d'assurer la sécurité des biens et des personnes pendant la fête de Pâques. Selon le Patriote qui cite un communiqué du Bureau d'information et de presse des armées, cette opération de sécurisation mettra un accent particulier sur les régions du centre de la Côte d'Ivoire. Et à quelques instants de la CAN 2023, vous nous annoncez que Patrice Baumel n'est plus le sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire. Oui, c'est dans un communiqué que le comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football a officiellement annoncé la fin du contrat de Patrice Baumel au poste de sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire. Et dans cette note dont l'expression a reçu copie, le comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football donc a adressé ses remerciements au technicien français tout en souhaitant à ce dernier une heureuse poursuite de sa carrière. Le technicien français, rappelle le confrère, aura passé 24 mois à la tête de la sélection nationale.
Le Parlement ivoirien sera en congrès le 19 avril. Oui, c'est à la demande du président de la République que ce congrès va se tenir en présence des deux chambres qui constituent le Parlement ivoirien et ce sera à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. L'annonce a été faite hier par le président du Sénat à l'ouverture de la session ordinaire 2022 de la Chambre haute du Parlement ivoirien. Et selon Jeannot Aoussou Kouadio, qui est cité par le Patriote, à cette occasion, eh bien, le chef de l'État va adresser son message sur l'état de la nation devant les députés et les sénateurs, conformément à l'article 114 de la Constitution. Cette rencontre, relève le confrère, sera la deuxième du genre après celle de mars 2020. Concours d'entrée à l'INGS. Les inscriptions ont démarré. Oui, les inscriptions pour le test d'aptitude et d'entrée à l'Institut national de la jeunesse et des sports ont démarré depuis le 11 avril et prendront fin le 1er juin 2022 selon un communiqué du ministère de la Promotion des sports et du développement de l'industrie sportive. Et selon ce document dont Fraternité Matin a reçu copie, ce test concerne le cycle de formation de professeurs de collège option éducation permanente. Et pour faire acte de candidature, il faut être de nationalité ivoirienne, être âgé de 18 ans au moins et de 30 ans au plus, être titulaire du baccalauréat toute série des années 2018, 2019, 2020 ou 2021. Et pour plus de détails sur ce concours, il faut lire le numéro de ce jour du quotidien pro-gouvernemental. C'était tout pour la revue de presse. On retrouvera Renaud Kevin Kobia dans quelques instants pour... L'info continue. Merci, à tout à l'heure. À tout à l'heure, Naomi. Il y a quelqu'un de particulier qui vient de faire son entrée dans ce studio et nous l'attendons les mercredis. Il décide aujourd'hui de parler des couples. Ces couples qui malheureusement ont été détruits, mais de la plus mauvaise des manières à cause des réseaux sociaux. Comment donc protéger son couple quand on est sur les réseaux sociaux? On aura toutes les réponses dans quelques instants avec le docteur Zabidjo. Mais avant, continuons de faire nos courses, retrouvons-nous dans nos différents marchés. Et on va s'intéresser, on revient à la rubrique combien ça coûte bien sûr, et on va chez le poissonnier. Alors, cher poissonnier de Matin Bonheur, qu'est-ce que vous nous proposez? On dit soso en Côte d'Ivoire, mais retenez que c'est le poisson bar qu'on peut avoir à 2500 francs CFA le kilogramme. Des envies ce matin avec ça. Le poisson chinchard, on l'a à combien les amis? À 2000 francs. C'est un peu plus moins cher que le poisson bar, c'est à 2000 francs CFA le kilogramme, le poisson chinchard. On a une autre catégorie de poissons à vous proposer, ce poisson qui fait des merveilles dans les cuisines ivoiriennes, c'est le poisson carpe. Et ce poisson-là, on peut l'avoir en soupe, mais surtout en braisé. C'est comme ça qu'on aime le consommer ici en Côte d'Ivoire avec un assaisonnement particulier. Si vous avez goûté le poisson braisé de Côte d'Ivoire, je vous assure que vous n'allez pas espérer avoir un autre poisson ailleurs. Alors, il est à 2200 francs CFA le kilogramme et nous avons du thon pour le bon garba à 850 francs CFA le kilogramme, disponible chez tous nos poissonniers. Régis Kofi doit s'installer dans quelques instants. Oui, on continue. Du maquereau, vous avez encore du maquereau, vous, à 1500 francs CFA le kilogramme pour tous ceux qui aiment le bon poisson. Alors, je disais que Régis Kofi va s'installer dans quelques instants pour le deuxième flash d'information, mais pour l'heure, j'ai envie de dire bonjour à Monsieur Zabi. Monsieur Zabi, vous venez toujours bien habillé, un coucou particulier à Émile de Beaunois. Oh, Tata Naomi, je suis très content. Très, très belle, ravissante, avec une belle robe jaune. J'essaie de faire comme vous, parce que Émile a mis la barre à un certain niveau, il faut qu'on vous rattrape. Alors, comment ça va ce matin? Oh, comme Dieu va, je vais. Tranquille, super bien. Dieu merci. Nous aussi, nous allons très bien. Installez-vous, on pourra échanger dans quelques instants. Mais avant, regardez ceci en faisant un clin d'œil à tous les partenaires qui font confiance à la RTI. Darcy Vitalité. Darcy 200 ml et 1 litre en 8 saveurs pour toutes vos envies de fruits. Frais et naturellement fruités. Darcy, tout est dit.
Chaque semaine, ailleurs dans le monde, décrypte actualités régionales et internationales à travers des débats avec nos experts, des duplex avec nos correspondants et des interviews exclusives pour mieux comprendre le monde qui vous entoure. C'est l'autorité de l'État qu'il faut restaurer. Ce n'est pas parce qu'on a le pouvoir qu'on est libre de faire tout ce qu'on veut. Moi, ça pose la question de la responsabilité africaine. Le principe, c'est que quand on se donne des lois, il ne faut pas aménager en même temps des exceptions en se trouvant des prétextes. Il n'y a pas de débat de fond sur ces questions-là. Messieurs, ce fut un échange très intéressant, mais nous arrivons déjà au terme de cette émission. On aura d'autres occasions. Retrouvez Ailleurs dans le monde tous les samedis à 14h30 sur RTI 1. Code et Conseil, votre nouvelle capsule dédiée au code de la route et à la sécurité routière. Dans Code et Conseil, vous aurez des conseils et astuces pour l'entretien de votre véhicule avec des fiches pratiques. Le permis de conduire, le véhicule, la signalisation, les règles de priorité, les feux, rien ne sera laissé au hasard dans Code et Conseil. On revisite avec vous le code de la route, on décrypte ensemble les événements qui peuvent se produire sur la chaussée. Retrouvez Code et Conseil, votre magazine de sécurité routière, tous les dimanches après le JT de 13h. Bonjour à tous. Le Sénat de Côte d'Ivoire a effectué sa rentrée solennelle 2022 ce mardi à Yamoussoukro. Tout au long de l'année parlementaire, divers projets seront votés. Des débats sont également prévus. 3 groupes parlementaires répartis dans 6 commissions vont animer l'hémicycle. C'est ce que nous apprend Kader Sogodogo. 4e rentrée de la première législature de la Chambre haute du Parlement, le Sénat. 6 commissions permanentes. Elles seront chargées d'examiner les projets et propositions des textes entrant dans leurs compétences ainsi que des pièces et documents s'y rapportant. Cela est bien stipulé dans l'article 52 du règlement. Il s'agira également de mettre en œuvre dans leur domaine de compétences le contrôle de l'action gouvernementale et l'évaluation des politiques publiques. Article 21, alinéa 1 du règlement. Ces commissions sont la Commission des affaires économiques et financières, la Commission des affaires sociales et culturelles, la Commission des affaires générales institutionnelles et des collectivités territoriales, la Commission des relations extérieures et des Ivoiriens établis hors de Côte d'Ivoire, la Commission de la sécurité et de la défense, et enfin la Commission de la recherche, de la science, de la technologie et de l'environnement. À ce jour, le Sénat compte 97 sénateurs qui animent ces commissions. Ils constituent dans leur ensemble 3 groupes parlementaires, 78 pour le RHDP et 17 pour le PDCI. Pour le groupe parlementaire RHDP, il s'agit de maintenir l'élan de développement que le président de la République imprime à la Côte d'Ivoire. Il s'agit de participer en tant que parlementaire à la consolidation de la paix et de la cohésion nationale. Et c'est ce à quoi nous allons nous atteler. Nous avons la possibilité d'exprimer nos différences. Nous avons la possibilité de faire les observations que nous voulons faire. Donc nous considérons que la cohésion est totale. Et c'est en parfaite harmonie d'ailleurs avec le groupe parlementaire d'en face. 2 sénateurs neutres, Pierre-Michel Hipolago et Mariam Dao Gabala. Les débats sont francs et nous avons pour habitude de dire que les débats doivent être francs, mais les votes sont personnels. Donc une très bonne collaboration, parfois de vives discussions, mais toujours une très bonne entente, cordialité, et la Côte d'Ivoire est toujours devant. Nos droits sont respectés. Chaque fois que nous avons eu besoin de dire un mot, nous l'avons dit. Et chaque fois que le président du Sénat ou le président de séance demande si les groupes parlementaires ont quelque chose à dire, ils demandent aussi aux non-affiliés s'ils avaient quelque chose à dire. Donc c'est une collaboration parfaite et nos droits sont parfaitement respectés. Le président du Sénat, Jano Aoussou-Kouadio, a donné son discours de rentrée. Les orientations sont connues. Pendant 9 mois, les sénateurs seront ainsi à pied d'œuvre pour contribuer à l'édification d'une Côte d'Ivoire forte, modèle et surtout prospère.
faute d'exploiter ces millions d'hectares de terres arables. La Centrafrique souffre de la faim, mais une poignée d'investisseurs privés tentent de faire changer les choses. Ils ont fait le pari de développer l'agriculture dans la région de la Lobaye, aux portes de Bangui, relativement épargnées par les multiples crises sécuritaires qui secouent le pays et réputé pour sa fertilité. Reportage. Sur cette route qui traverse une région pourtant verdoyante, il est rare de voir passer un camion de marchandises. C'est tout le paradoxe de la Centrafrique où près de la moitié de la population se trouve en état d'urgence alimentaire, malgré des millions d'hectares de terres cultivables et d'abondantes ressources en eau. Une situation héritée de décennies de conflits armés et de mauvaise gouvernance, mais qui pourrait changer grâce à des investisseurs privés comme Jean-Luc Tété. Depuis 4 ans, dans la région fertile de la Lobaye, aux portes de Bangui, ce chef d'entreprise franco-centrafricain a fait le pari d'une agriculture dite régénératrice. Basée sur des techniques traditionnelles, elle n'utilise pratiquement pas d'engrais. On a des terres disponibles, un climat exceptionnel, on a des conditions de marché assez exceptionnelles. Et en fait, on a décidé de créer un champion de l'agriculture durable. Pourquoi? Parce que ça permet d'avoir une agriculture qui conserve les sols, mais ça permet également d'avoir des coûts de production extrêmement faibles et qui sont la condition pour pouvoir faire démarrer une agriculture ici. Autre condition, négocier avec les chefs de village. Il faut se faire accepter pour qu'ils prêtent leur sol et qu'un véritable partenariat se mette en place. 20% des profits dégagés par l'exploitation de Jean-Luc Tété sont investis dans la vie de la communauté, comme par exemple ici dans la construction d'une école. Ils ne sont encore qu'une poignée d'investisseurs privés à s'être ainsi lancés. L'entreprise Palme d'Or, qui produit de l'huile de palme, reste pour l'instant l'unique représentante de poids du secteur agroalimentaire centrafricain. Aux grandes dames de son directeur, né en Centrafrique et libanais d'origine, impatient de voir émerger d'autres gros acteurs privés pour exploiter un potentiel agricole qui est actuellement le deuxième le moins développé au monde, selon l'ONU. Nous assistons à cela depuis des années, à travers les aides alimentaires qui ne développent jamais le secteur. Au contraire, ça nous rend plus feignants, ça inculque dans nos mentalités, dans nos têtes, la mentalité de l'assister, celui qui a toujours besoin de tendre la main pour qu'on lui donne de l'aide. Alors que quand c'est les privés qui prennent l'affaire au moins, c'est autre chose. C'est une question de partenariat entre ceux qui vont investir avec les producteurs et tout le monde est gagnant. Palme d'Or se vante d'offrir des débouchés aux agriculteurs locaux et de les aider en leur garantissant des prêts pour tenir en attendant la récolte. Sinon, pour un villageois ici, le calcul est vite fait entre cultiver des palmiers à huile ou du manioc. Le palmier à huile, il va attendre au bout de 3 ans. Il ne sait pas comment vivre. Donc, il a préféré faire son champ de manioc. Et puis, à la longue, autour d'1 an, il a du manioc qu'il peut manger une quantité et puis vendre l'autre pour avoir subvenir à ses besoins, quoi. Outre l'investissement privé et la politique de proximité, le développement de l'agriculture centrafricaine passera aussi par la fabrication de produits transformés, comme ces savons à l'huile de palme, pour mieux résister aux fluctuations des cours des matières premières. Les forces russes continuent de se recentrer sur l'est de l'Ukraine. C'est notamment le cas de Kharkiv, la deuxième ville du pays où les bombardements se multiplient. La ville se prépare donc à un éventuel assaut après une nuit du 12 et du 13. À nouveau agitée. Excellente journée à vous. On se retrouve à 7h30. Aujourd'hui, Régis, ne nous laissez pas comme ça. Hein. S'il vous plaît, restez quelques secondes pour nous dire si vous êtes sur les réseaux sociaux. Bien évidemment. Oui. Et vous avez une voix qui plaît, un beau visage aussi. Merci. Alors, c'est sûr que vous recevez des propositions, des fans qui vous félicitent, qui vous apprécient et qui voudraient même avoir un peu plus. Ben, je ne dirais pas que ça va de soi, mais bon, ça arrive. Ça va avec notre métier, hein. C'est pas de notre faute. Hein. Donc, mais comment vous gérez la situation après? Ben, avec juste un merci. On ne va pas plus loin que là. Non, mais est-ce que votre épouse sait que vous recevez ce genre de propositions, ce genre
Mais oui, voilà. Mais oui, elle sait. Et comment elle réagit? Elle ne sait pas sur toute la ligne, mais elle sait. Oui, elle sait l'essentiel, en fait. Justement, elle sait l'essentiel. Mais comment elle réagit? Elle n'est pas jalouse? Non, elle fait avec. Elle fait avec. Voilà, elle fait avec. Parce qu'en fait, si tu, justement, ça va avec le métier. Si tu commences à être jalouse maintenant, je pense que jusqu'à 20 ans, 30 ans, tu seras encore plus jalouse. Donc, Et vous, quand vous voyez des gens l'apprécier, la féliciter ou même l'envier, permettez-moi l'expression, la désirer même sur les réseaux sociaux, comment vous réagissez? Parce que votre épouse, elle est très belle. On demande. Merci. On demande. On demande quoi? Mais je ne comprends pas les hommes. En fait, quand c'est eux, nous, on doit supporter. Il n'est pas serein. Mais quand c'est la dame, la sérénité n'est plus de mise. On demande. En fait, c'est pas... C'est juste... Régis, j'ai envie de vous repasser là-bas. Donc, si vous devez commencer à être jaloux maintenant, jusqu'à dans 20 ans, 30 ans, on s'en sort comment? Non, mais c'est juste... Non. Moi, dans mon cas, c'est le métier. Oui, elle, dans son cas, c'est pas forcément le métier. Mais elle est belle, votre épouse. Bon. Donc tout le monde a envie... Oui, c'est une belle femme. Oui, c'est normal. Donc vous gérez comment la situation? Ma manière de demander, c'est pas... Non, justement, c'est pas la jalousie. C'est de dire quoi? Sors des réseaux sociaux. Puisque je suis un journaliste, j'essaie d'avoir l'information. L'information juste. L'information juste sur la personne. Afin d'adapter la réaction qui va avec. Voilà. Merci Régis. Merci beaucoup. Je vais vous laisser vous apprêter pour le deuxième flash d'information. Et M. Zabi est dans tous ses états sur ce plateau. C'est l'invité du jour qui s'est installé. On parle de couple et de réseaux sociaux. Couple et réseaux sociaux. Oh my God! C'est compliqué, docteur Zabi. C'est chaud, là. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Je vois que c'est très chaud et ça va chauffer dans les foyers là-bas tout à l'heure. Installez-vous confortablement. Si vous avez un café chaud, prenez, s'il vous plaît. Après, ne lancez pas la tasse sur quelqu'un d'autre. Laissez le voisin ou la voisine tranquille. C'est juste qu'on vous dit un peu comment ça se passe et comment éviter d'avoir des difficultés dans votre couple parce que ce n'est pas évident. Dieu nous demande de nous marier, de procréer, mais après, gérer le foyer, c'est toute une autre histoire. Yeah. Malheureusement, il n'y a pas d'école, docteur, pour apprendre à gérer son foyer. Malheureusement, et c'est là la difficulté. C'est que les standards liés à la bonne gestion du foyer, à la réussite et à l'épanouissement des individus dans le couple, ça ne s'apprend pas à l'école, malheureusement. Et quand on est dans la vie aussi, on ne fait pas beaucoup d'efforts pour aller vers l'information. Du coup, on se débrouille pour gérer les choses telles qu'elles viennent et puis bon, souvent ça nous pète au visage et puis on assiste à des divorces ou alors à des souffrances inouïes dans les couples. Parlons donc des dangers des réseaux sociaux sur la vie de couple. Quels seraient ces dangers? Oh, les dangers sont énormes. Hein. Vous savez, le couple repose sur des piliers, notamment l'intimité de vie, notamment également la connexité, notamment la bonne communication, la proximité. Et ces piliers-là, malheureusement, sont sapés par les réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux sont tellement envahissants. Et nous, on y entre sans contrôle, on y entre sans mesure, on y entre vraiment pleinement, tellement et si bien qu'on oublie que la vie n'est pas virtuelle, que la vie, elle est réelle, que la vie, elle s'enrichit, elle se développe avec des choses qu'on doit mettre en place, qu'on doit nourrir, qu'on doit arroser, qu'on doit faire grandir. Malheureusement, comme on ne le comprend pas, bah, on va avec des choses qui sont dans le virtuel et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, souvent, ça nous éclate au visage. Alors, est-ce à dire qu'on ne devrait pas être sur les réseaux sociaux quand on est en couple? Non, pas qu'on ne doit pas être sur les réseaux sociaux, ça c'est un raccourci qui est dangereux, je veux dire, parce que c'est comme... Il y a des hommes qui interdisent à leurs épouses d'être sur les réseaux sociaux. C'est ce que je disais, c'est que c'est un raccourci qu'il ne faut pas emprunter, parce qu'il faut comprendre clairement que les meilleures balises, les meilleures barrières ne doivent pas se mettre hors de la tête de quelqu'un. C'est dans la tête de quelqu'un qu'on doit mettre les barrières. Donc ce n'est pas en interdisant à quelqu'un d'avoir accès aux réseaux sociaux qu'on résout le problème. Résoudre le problème, ça veut dire clairement qu'il faut que la personne comprenne que les réseaux sociaux sont nocifs, par exemple pour elle, et pour son couple, et pour sa famille même. Parce qu'il n'y a pas que le couple, hein. Il y a l'individu
qui doit se protéger en allant sur les réseaux sociaux. Oui. L'individu doit protéger également son couple et sa famille entière, et même son boulot, et même ses relations sociales. Bien sûr. Il y a tellement de choses à protéger. C'est qu'on comprenne ça. Quand on a compris, on n'a pas besoin que quelqu'un nous fasse la police. On n'a pas besoin de ça. C'est de clairement expliquer les choses, c'est de s'entendre sur des règles précises et puis d'évoluer dans la compréhension et l'enseignement, l'instruction mutuelle à tout moment de la vie. Et comment on devrait donc communiquer à travers les réseaux sociaux? Parce qu'il y a des gens qui vous passent de tout, mais vraiment de tout. Ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris à la vie. En fait, ce sont des gens qui sont dans, si vous voulez, dans certains travers comportementaux, comme par exemple l'exhibitionnisme, comme par exemple le voyeurisme, qui se faisait normalement à travers les portes. Mais aujourd'hui, comme on a une vitrine mondiale, ça nous permet d'être vus dans tout le monde entier. Donc les gens, ils vont à fond, sans comprendre qu'ils ont des mesures à prendre pour se protéger malheureusement. Ils ne le font pas. Et ça, c'est dangereux pour eux-mêmes. C'est de le comprendre clairement. Savoir que aller sur les réseaux sociaux, par exemple, pour la plupart des cabinets de psychologie qui sont dans le recrutement, les réseaux sociaux sont les premiers lieux où ils vont, par exemple, rechercher certaines informations, quitte à les développer, à les enrichir après, mais d'abord les réseaux sociaux. Si vous avez l'habitude de publier des photos de vous, par exemple, en boîte de nuit, assis derrière 10 000 bouteilles de bière, etc., ça donne une image très claire de la personne que vous êtes. Même si après vous pouvez dire non, mais... Ça pourrait décrire comment la personnalité de cette personne qui est devant plusieurs bouteilles. Qu'est-ce qu'on pourrait en conclure? On peut en conclure que la personne... n'est pas responsable. Elle n'est pas suffisamment responsable. Mais il y a des gens qui sont responsables, qui se donnent des pauses aussi. Hein. Oui, c'est vrai. Mais vous savez, il faut vivre de sorte que les gens n'aient pas à vous demander qui vous êtes. Merci. Mais que ce que vous êtes parle suffisamment fort et haut pour montrer aux gens qui vous êtes. Vous n'avez pas besoin de dire. Mais déjà, vous avez des attitudes. Quelqu'un qui est responsable, même s'il boit, c'est un exemple, il va pas venir exhiber ça sur les réseaux sociaux. Ah bon, les gens pensent que bon, je peux me payer 2-3 bouteilles de champagne, c'est important que je montre ça au monde entier pour qu'on sache que j'ai les moyens. Franchement, c'est... Non, c'est une question de, si vous voulez, c'est une question de mentalité de pauvre. Une mentalité pauvre également. J'aime bien cette expression. Les deux à la fois. Mentalité de pauvre et une mentalité pauvre. Pourquoi je dis ça? Parce que quelqu'un qui est ou bien qui a, il n'a pas besoin de montrer. Le lion ne vient pas dire je suis un lion. Non. Quand vous voyez ses crocs, il rugit. Quand vous voyez sa crinière, vous savez que c'est un lion. C'est le lion. Voilà, vous n'avez pas besoin de parler. Si vous voyez quelqu'un qui a besoin de paraître et non d'être, il souffre au fond de lui aussi, non? Oh, c'est un gros complexe qu'il faut soigner. C'est un gros complexe qu'il faut soigner. Ça veut dire que la personne vit un mal-être intérieur. Ça veut dire que la personne n'a pas un bon niveau d'estime d'elle-même. La personne n'est pas suffisamment mature, en fait. Donc, c'est des choses que les gens font. Et ça envoie des messages à tout le monde, en fait. Donc, quand des gens sont à la recherche des gens sérieux, bon, ben, ils ne vont pas aller recruter, par exemple, des gens qui sont tout le temps en train de s'exhiber sur les réseaux sociaux, etc. Vous voyez, donc... En vous montrant régulièrement, en publiant tout et rien sur les réseaux sociaux, vous êtes en train de donner des outils aux gens pour vous détruire vous-même. Ça, c'est un exemple. Et déjà, par rapport à la vie de couple, mais vous êtes en train de vous éloigner de la personne qui est proche de vous. Les réseaux sociaux nous éloignent des gens qui sont proches et nous rapprochent des gens qui sont loin. Mais nous rapprochent, c'est de façon virtuelle, c'est même pas un bon rapprochement. Ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas la réalité. Or, on ne va pas vivre dans le virtuel à tout moment. Quand on a fini de planer dans le virtuel, il faut bien la descente. Or, malheureusement, dans ces virtuels-là, on apprend tellement de choses qui ne sont pas forcément bonnes et qui ne sont pas forcément réelles. D'où la cyberinfidélité. La cyberinfidélité, la cyberjalousie, qui sont des éléments destructeurs même de la vie. Comment vous pourrez déjà décrire ça, la cyberinfidélité? C'est tellement facile, si vous voulez, de draguer et de se faire draguer sur les réseaux sociaux. C'est tellement facile d'avoir du sexe sur les réseaux sociaux. C'est tellement facile d'avoir un accès à tout et à rien sur les réseaux sociaux que les gens, ils tombent facilement dans cette facilité, pour ne pas me répéter. Ils tombent très facilement dans cette facilité. Parce que dans le monde réel, il faut se donner de la peine. Aller courtiser une femme, l'inviter dans un restaurant, ça nécessite des moyens, ça nécessite du temps. Aujourd'hui, on fait tout sur Internet. Voilà, sur Internet. Coucou, comment vas-tu? Alors... Et puis, c'est parti. Et c'est tellement facile et rapide. Les gens qui se parlent aujourd'hui et demain matin, ils se retrouvent dans des hôtels et tout. C'est tellement facile que, finalement,
ça détruit les couples sans que les gens s'en rendent compte. Parce que ça fait que l'autre partenaire qui se sent délaissé et qui est délaissé en réalité se met à rechercher les raisons. Et quand on est là, on recherche les raisons, ben on les trouve. Et souvent, on n'a même pas besoin de les chercher. Parce que vous êtes couché dans le lit et le monsieur ou la dame, elle est sur elle ou chacun sur son téléphone. En train de flirter avec quelqu'un d'autre au bout du monde. Sans vergogne. Et en parlant donc des messages et d'infidélité, il y a des astuces sur les réseaux sociaux. C'est de façon très subtile que ça commence. Et si on y prend garde, on se laisse prendre au jeu. Et j'espère que la réalisation est prête pour nous présenter quelques images. Ils se sont amusés. Hein, je remercie... toute l'équipe, ils se sont amusés à aller sur ma page. Donc, je pense qu'on aura les images tout à l'heure. Mais quand vous avez des hommes qui vous laissent des messages, « Oh, tu es adorable, tu es magnifique, tu es ma fleur, tu es ceci, tu es cela », je me rappelle qu'un jour, j'ai été obligée de dire à quelqu'un sur les réseaux sociaux, j'ai été choquée par son message, et j'ai dit simplement, doucement, allons doucement, je suis sûrement une femme publique, mais pas la femme du public. Non, non, non. Allons-y doucement. Je ne suis pas la femme du public. Hein. Super. Donc, regardez celui-là. Abdoul, Bune. Déjà, même le nom, même ça. Est-ce que c'est vraiment le nom de l'identité? Parce qu'on se donne le nom qu'on veut hein, sur les réseaux sociaux. Absolument. C'est à cause de toi que le dieu Baoulé ne veut pas partir là, j'espère, plein de cœur, tout ça. Bon, bref, c'est une femme mariée que vous parlez. Et au vu, au su de tout le monde, on lance des commentaires et la personne qui se sent, j'ai envie de dire, célébrée, honorée ainsi, peut facilement s'oublier. Regardez, joli mousseau quoi, mon adorable sérénité. Franchement, alors, comment les femmes devraient réagir à toutes ces formes de compliments? Déjà, il faut vous êtes formidable. Déjà, il faut comprendre le réel danger qui se cache derrière tout ça. Très belle, tu es magnifique. Vous voyez, une personne peut être là et puis elle peut être en train de souffrir sans le montrer, sans le dire. Premièrement, parce qu'on peut avoir affaire à un partenaire qui ne vous complimente jamais, un partenaire qui ne vous fait pas certaines choses, qui ne vous dit pas certaines choses. Qui est carrément absent. Voilà, totalement absent. Et puis, ça vous amène à vous rabaisser de l'échelle de l'auto-estime. Donc, vous-même, vous ne vous considérez pas comme quelqu'un de valeur. Et quand vous êtes dans ça, c'est facile de succomber à quelqu'un qui va vous faire un compliment sur les réseaux sociaux. « Waouh, vous êtes une très belle femme. Waouh, c'est à cause de vous que le dieu Baoulé ne veut pas partir, etc. » Quand on entend ça, alors que ce sont des choses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, on se dit « Oh, c'est quelque part vrai. Et oh, mais c'est vrai que je ne suis pas si mauvaise que ça. » Et puis, c'est comme ça que ça part. Petit à petit. Voilà. Et si vous répondez, ah là, on va vous en envoyer encore de plus belles. Et puis, de plus belle en plus belle, finalement, on se retrouve dans des tentations. Et souvent, on succombe aux tentations. Donc, souvent, dans les couples, il faut savoir que nous créons nous-mêmes le terreau favorable à certaines choses qui arrivent sur les réseaux sociaux. Les gens sont à la recherche aujourd'hui de la reconnaissance. Ils sont à la recherche de la valorisation par l'autre. Et quand ça ne vient pas, ça expose. Or, sur les réseaux sociaux, les gens sont dans, si vous voulez, dans une sorte de chasse à l'homme. Oui. Chasse à l'homme, chasse au sexe, chasse au trésor, chasse à tout sur les réseaux sociaux. Et malheureusement, on a affaire à une population qui n'a pas un bon niveau d'études, un bon niveau de connaissance des dangers liés à certaines choses. Le problème, ce n'est pas que les réseaux sociaux sont si dangereux que ça. Ce n'est pas les réseaux sociaux, la dangerosité, mais c'est les conséquences de l'utilisation ou alors de la mauvaise utilisation des réseaux sociaux qui est le problème. Sur les réseaux sociaux, il y a du tout. Quelqu'un qui n'a pas d'argent peut étudier tranquillement sur les réseaux sociaux. Et qui n'a pas d'argent s'appelle le milliardaire. Et puis, pour voir les photos après voilà. qui sont postées. Donc, je disais qu'il y a tellement... on peut avoir accès à toutes les bibliothèques du monde sur Internet. On peut avoir accès à toutes les stratégies pour bonifier sa vie sur Internet. Mais malheureusement, quand on ne sait pas très bien qui on est, quand on ne sait pas très bien ce qu'on attend de la vie et ce qu'on veut pour soi-même, quand on va sur les réseaux, on va à fond. On va à fond en s'oubliant. Et c'est ce que les gens font généralement. Sinon, comment comprendre que des gens qui ont un certain âge, qui ont un certain niveau, peuvent, par exemple, céder à ce que des cybercriminels peuvent leur dire « envoie-moi une photo de toi nu ». Et puis les personnes envoient. Vous parlez de photos, ça part même jusqu'aux vidéos désormais.
vidéos où on vous demande de vous faire des attouchements et tout. Et il y a des gens qui succombent à ça. Comment et pourquoi? Parce que ces gens-là sont à la recherche de quelque chose qu'ils ont l'impression, je dis bien l'impression en griffe, d'obtenir à travers les réseaux sociaux. Tout le monde rêve aujourd'hui d'Europe. À tort ou à raison, les gens rêvent d'Europe. Les gens rêvent de fortune, les gens rêvent d'argent, de gros montants d'argent. Les gens, ils rêvent de ça. Et ils ont le sentiment que, oh là là, c'est-à-dire tout ce à quoi je rêve, ça se trouve juste derrière la porte d'Internet. Ça se trouve juste derrière la porte de Facebook, de Twitter ou alors de LinkedIn. Mais alors, est-ce que la faute ne revient pas au partenaire qui a délaissé? Le plus important, ce n'est pas de rechercher qui est le coupable. Le plus important, c'est de rechercher sa part de responsabilité. Si je suis délaissé, comment je résous le problème? Ce n'est pas en allant sur les réseaux sociaux, c'est un raccourci. Celui qui me délaisse, il n'est pas sur les réseaux sociaux en train de me faire les commentaires. Il est à côté de moi dans mon lit. C'est avec lui que je dois parler. C'est avec elle que je dois parler. Il est tout le temps en mission, jamais là. Ça existe? On trouve... Si, mais au moins, c'est réel. C'est réel. Au moins, ce n'est pas dans le virtuel. On trouve le moyen de régler le problème. Je le dis et je le répète. Le couple, sa réussite, son épanouissement, le bonheur individuel dans le couple, ça repose sur l'intimité de vie et la communication permanente. L'intimité de vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire partager des moments de qualité. Si vous avez un partenaire ou une partenaire qui ne partage pas de moments de qualité avec vous, trouvez le moyen de résoudre ce problème. Mais pas de vous exposer. Alors, je partage avec vous l'histoire d'une connaissance de notre réalisateur. C'est quelque chose qui l'a particulièrement touché. Une jeune de ses sœurs qui travaillait dans un pays, je préfère ne pas dire le nom du pays. Et quand elle est revenue en Côte d'Ivoire, elle s'est sentie vraiment trop seule. Son mari n'était jamais là pour elle parce que occupé, vous savez, hein, faut aller au boulot très tôt, faut revenir tard. Et finalement, elle a commencé à poster des photos toutes nues d'elle sur les réseaux sociaux. Et après, on ne sait même pas que ça aide les proxénètes, tout ça, l'industrie de la pornographie. Vous êtes en train de leur donner de la matière, mais bon, bref. Et elle a détruit son foyer comme ça parce qu'après, justement, son mari a découvert ce qu'elle faisait. Mais pour elle, c'était de vivre, de se sentir, comme vous dites, complimentée, appréciée. Elle se sentait belle, elle se sentait importante à travers les commentaires qu'on lui laissait. Donc, c'était des photos déjà simples. Et puis, c'est parti avec des photos de plus en plus osées jusqu'à ce qu'elle se retrouve toute nue. Une personne comme ça qui a fini par détruire sa vie sur les réseaux sociaux, comment elle pourrait se retrouver? Ça va être difficile parce que les réseaux sociaux, si vous voulez, c'est une vitrine mondiale. Ce n'est pas que ça se limite à notre petit village, à notre petite ville, à notre petite région, à notre petit pays. C'est dans le monde entier. Et quand vous avez balancé une image de vous, les réseaux retiennent ça pour toute la vie. Oui. Rien ne se des perd centaines d'années, ça ne se perd pas. Même si vous avez effacé, vous pensez que c'est effacé, mais ça y est là dans le cloud. Ça y est là dans le nuage. C'est pour ça que je parlais du niveau de compréhension, de connaissance des gens. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas. Et le fait de ne pas savoir fait qu'ils posent des actes. Par exemple, quand je vais aller aujourd'hui, je vais me déshabiller. Demain matin, je vais supprimer cette vidéo ou cette image. Moi, je pense avoir résolu le problème. Mais le problème n'est pas résolu. Ça y est là. Un jour, ça peut réapparaître. Ça peut réapparaître. Donc, c'est de comprendre que nous avons entre les mains un smartphone, mais il faut qu'on sache que le smartphone, c'est un sabre à double tranchant. Aujourd'hui, il peut nous rendre célèbres parce qu'il suffit d'avoir du savon dans les oreilles, de venir gueuler un bout sur les réseaux sociaux, et puis demain matin, on fait le buzz, on est connu, tout le monde parle de nous, etc. Mais pendant qu'on est en train de faire ça, il faut savoir que le revers de la médaille nous attend au coin de la rue. Le revers de la médaille est là. Ça nous attend au coin de la rue. Est-ce qu'on a les outils pour résister à la pression que les commentaires, des milliers de commentaires vont produire sur nous? Quand, par exemple, je vais venir exposer sur les réseaux sociaux un problème intime que je vis, quand les gens vont commencer à apprécier avec des yeux de gens qui ne sont pas des connaisseurs, quand ils vont commencer à me bombarder, est-ce que j'ai la psychologie suffisamment solide pour résister à cela? On voit des gens qui font des tentatives de suicide ou bien qui passent même à l'acte suicidaire, justement parce qu'eux-mêmes sont venus exposer leurs problèmes sur Internet. Ce n'est pas le lieu.
Ce n'est pas le lieu. Parce que souvent, moi personnellement, comme je suis très présent sur les réseaux sociaux, les gens me sollicitent souvent avec des histoires que je ne publie jamais. Parce qu'ils se disent, bon, il faut publier, les gens vont donner leur avis. Mais ceux dont tu sollicites les avis, ce ne sont pas des experts en la matière. Ils ne connaissent rien. Ce qu'ils vont vous dire, c'est ce qu'eux feraient, ou bien même ce qu'ils ne feraient même pas, ce qu'ils ne seraient pas capables de faire, c'est ce qu'ils vont vous demander de faire. Alors que ça ne repose sur rien du tout. Si vous vous engouffrez dans ça, vous êtes en train de courir à votre propre perte. Il faut le comprendre. Les échanges vont se poursuivre dans quelques instants, mais à 7h30 ici à Matin Bonheur, nous retrouvons Régis Kofi pour le 3e et dernier flash d'information. Le jour du grand miracle, le vendredi saint, il a pris nos infirmités. Il s'est chargé de nos maladies. Au niveau de ma santé a été rétabli vraiment par la foi. Vendredi 15 avril à 15h, le défi de la croix. Au Sénat du Saint-Esprit à Djamé Carrefour Renault et dans tous les temples de l'Église universelle du Royaume de Dieu. Dans le strict respect des mesures barrières contre la Covid-19. Entrée libre. Le directeur général du Conseil du coton de l'anacarde informe les producteurs et toutes les personnes intéressées par la culture de l'anacardier que la période d'inscription pour bénéficier des plants greffés à haut rendement s'étend du 15 mars au 15 mai 2022. Le prix officiel du plan greffé non subventionné est de 750 francs CFA. Pour la campagne 2022, les producteurs, productrices bénéficient d'une subvention de 600 francs CFA par plan greffé. La contribution du bénéficiaire est de 150 francs CFA par plan, soit un montant de 15 750 francs CFA pour les 105 plants nécessaires à la création d'un hectare. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter les délégations régionales du Conseil du coton de l'anacarde, les chefs de zone ANADER, les consultants régionaux du PPCA, les pépiniéristes. La date limite d'inscription est fixée au 15 mai 2022 pour un développement durable des filières coton et anacarde. C'est le retour de l'actualité. Merci à toutes et à tous d'être avec nous. On démarre avec le projet d'autonomisation des femmes et le dividende démographique du Sahel Suède. La seconde phase qui s'ouvre couvre la période 2021-2024 et cible 800 000 filles. Le budget s'élève à plus de 35 milliards de francs CFA pour 20 régions. Le lancement officiel de cette deuxième phase a été fait à Korogo et c'est Ami Sissoko qui nous en parle. IFEF de Korogo, la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, visite l'espace. Ici sont formées des jeunes filles sur le leadership, la connaissance de soi, la santé sexuelle et l'entrepreneuriat par l'épargne, entre autres. Encadrées par des mentors, ces jeunes filles sont des bénéficiaires des acquis de la première phase du projet Suède. Grâce à leurs conseils, j'arrive à m'en sortir. Et puis au niveau du commerce aussi, j'arrive à me débrouiller beaucoup. Parce que quand tu fais un commerce et tu ne sais pas comment gérer ton argent, tu te fatigues pour rien. Comme elle, le projet Suède au projet d'autonomisation des femmes et le dividende démographique au Sahel, démarré en 2015, aura dans sa première phase permis à 50 000 femmes dans plusieurs régions de la Côte d'Ivoire de réduire leur vulnérabilité. Pour le lancement officiel de la seconde phase, Korogo, la capitale de la région du Poro, est choisie. L'objectif visé par cette deuxième phase du projet Suède, qui s'étend sur 20 régions administratives, est d'intensifier les activités et de les porter à l'échelle au niveau national par son extension à 10 nouvelles régions. La phase 2 du projet Suède cible 800 000 filles à risque dans les zones d'intervention sélectionnées, dont au moins 6 900 filles seront atteintes directement et au moins 191 000 filles touchées par la formation sur la santé sexuelle. Montant investi par l'État ivoirien, plus de 35 milliards de francs CFA. Un projet cher au gouvernement et rappelé par le ministre de la Communication des médias de la francophonie, Amadou Koulibaly, représentant le Premier ministre Patrick Hachi. Le programme social du gouvernement entend tirer parti de la mise en œuvre de ce projet en Côte d'Ivoire. Il faut rappeler que le PSGouv, le programme social du gouvernement, vise précisément à accélérer le rythme de la réduction de la pauvreté et à rendre la croissance économique plus inclusive à travers des actions sociales
ciblant les populations vulnérables. Action sociale dans la continuité du travail réalisé par Maria Toukone, actuelle ministre de l'Éducation nationale et ancienne autorité de tutelle pilotant la première phase du Suède. Un projet porté par 13 pays africains, dont la Côte d'Ivoire, la Mauritanie et le Niger. Il bénéficie de l'appui financier et technique de la Banque mondiale et de l'UNFPA. L'agence coréenne de coopération internationale, KOICA, va investir environ 4 milliards de francs CFA dans la construction d'un hub technologique en Côte d'Ivoire. La signature d'un accord a eu lieu ce mardi 12 avril à la Tourcie, au plateau. Sephora Zegui. Plateau technique obsolète et équipement vétuste, ces mots qui minent le secteur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle ne seront plus que de vieux souvenirs. Cet échange de parapheurs entre Kofi Nguessan, le ministre de tutelle, et la directrice pays de l'Agence coréenne de coopération internationale, KOICA, marque le début d'un accord verbal signé. La KOICA va investir environ 4 milliards de francs CFA dans l'installation d'un hub technologique à Lipnet. Ce projet, qui est le tout premier avec le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, permettra de redorer la place de l'enseignement technique et de la formation professionnelle en Côte d'Ivoire et de relever le niveau industriel de la Côte d'Ivoire à travers les stagiaires qui bénéficieront de ce projet. Ce don de la Corée du Sud va également permettre la formation des enseignants de l'IPNET en Corée du Sud. La Corée va équiper les salles de classe avec du matériel de dernière génération. Mais en plus, la Corée va accueillir une vingtaine d'enseignants ivoiriens en Corée du Sud pour les former à l'utilisation de ces équipements. Et ensuite, une équipe de Coréens viendra à l'IPNET pour nous aider à parfaire la formation et à installer tous les équipements possibles, de sorte à ce que nos enseignants aient vraiment la main et puissent faire leur travail dans de bonnes conditions. Dans son portefeuille de projets de développement, la KOICA fait la part belle à la formation et à l'éducation. C'est grâce à ces deux secteurs que la Corée du Sud a pu atteindre ce niveau de développement. Ce pays ami de la Côte d'Ivoire veut donc impulser ce développement en Côte d'Ivoire. Et puis un mot sur la campagne de l'entre-deux tours en France avant la présidentielle du 24 avril prochain. Emmanuel Macron, le président candidat, enchaîne les déplacements de terrain et mesure l'opposition à sa réforme de retraite, au point de se dire prêt à la revoir. Marine Le Pen, elle, reste au contact de la France rurale, à qui elle parle pouvoir d'achat et mesures sociales. Excellente journée à toutes et à tous. Retrouvez Naomi pour la suite de Matin Bonheur. Matin Bonheur se poursuit et avant de retrouver le coach de vie et psychologue Dr Zabidjo pour parler de couple et réseaux sociaux, retrouvons Oumoussi qui est styliste dans la rubrique Influent. Bonjour la RTI, c'est Oumoussi. Je suis styliste costumière de cinéma et de théâtre. Je connais très bien le public ivoirien et je sais que le public ivoirien me connaît très bien. Voilà, je suis sénégalaise. Voilà, je suis là ici au Grand Théâtre National dans mon atelier. Quand on croit en soi et qu'on est déterminé sur ce qu'on a envie de faire, et finalement les gens ils vous reconnaissent sur votre travail. Moi j'ai commencé très tôt, j'ai commencé à 5 ans, mais j'ai ouvert mes ateliers à 13 ans. Et depuis lors, je travaille, j'ai une clientèle que je garde. Parce que le travail de styliste et de créatrice de mode, c'est comme un médecin dans une famille. Quand tu as quelqu'un qui court pour toi, qui court pour ta famille, tu ne la changes pas, la personne. Dans ce métier qu'on a, on appartient au monde et nous, les gens, ne sont pas nos parents, ne sont pas nos amis, ce sont des gens qui regardent, qui constatent ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Et pour avoir ce public dans la main et de l'avoir dans sa poche, il faut lui prouver quelque chose.
C'est-à-dire, ce qui justifie, c'est que je vous ai dit ça tout à l'heure. Moi, je suis autodidacte de A à Z. Je n'ai pas appris à l'école, ni appris la couture. J'essaie de faire les choses moi-même. Et avec la volonté, la détermination, parce que quand tu dois faire quelque chose que tu n'as personne pour t'enseigner, personne pour te diriger, tu te dis la première personne qui l'a faite, et puis il ne faut pas qu'elle soit plus intelligente que moi. C'est tout, parce que c'est une personne comme tout un être humain comme toi. Et il a les mains, les pieds, la tête, il réfléchit, il dort. Et voilà, et il faut toi aussi que tu sois à la hauteur de ce que les gens attendent de toi. Voilà, parce qu'à un moment donné, tu ne t'appartiens pas. C'est le monde qui te détient. Alors tu es pour le public. Voilà, il ne faut pas décevoir son public. Il y a longtemps, je crois que c'était en 82, j'ai voulu tout laisser. Et à un moment donné, j'ai allumé la radio. J'ai allumé la radio, j'ai écouté la radio, j'ai entendu un musicien gambien, Moussa Ngom, chanter pour dire qu'un artiste ne doit pas baisser les bras. Un artiste doit s'accrocher. Et je me suis levée, je suis allée voir mes commerçants, ils m'ont donné certains tissus, j'ai récupéré des choses par-ci, par-là, j'ai fait une fresque. J'avais l'habitude, quand je créais quelque chose de nouveau, quand je faisais mes peintures sur soie, des choses comme ça, j'amenais toujours ça, c'est Jacob Yacoub, le mari de Marie-Madeleine Diallo, qui était un grand artiste, un grand peintre, reconnu mondialement. Et c'est lui qui validait en fait mon travail. Il ne m'a jamais dit c'est pas bon. Il me dit toujours que c'est bien. Alors moi, je ne savais pas quel était mon niveau. Et du moment, du côté familial, ma maman est d'une famille chérifienne, mon papa est d'une famille de grands maraboutiques, de la famille Si, de Diatar. Et moi, je ne devais pas être dans l'art en fait. C'était pas ça. Mes parents n'ont pas programmé ça pour moi. Mais il fallait que moi, je fasse quelque chose qui fera que ce qui me plaît en fait. Et quand j'ai fait cette fresque, je suis venue voir Jacob un matin. Je suis allée chez lui, il m'a dit non, il est à la chambre de commerce. J'arrive à la chambre de commerce, on me dit aujourd'hui, on est en train de préparer le marché du bicentenaire de la Révolution française. Il y a tous les ambassadeurs qui vont venir, il y aura une parade cet après-midi. Et j'ai dit, mais j'ai fait cette fresque-là, je ne sais pas si elle est bien ou elle n'est pas bien. Il m'a dit, tu nous as sauvé la vie, parce qu'on n'a rien pour exposer à la chambre de commerce, ça va nous sauver. C'est là où j'ai fait on a exposé je suis allée chez moi, j'ai pris un vieux boubou, j'ai fait une robe signard et j'ai gagné le marché de bicentenaire avec ça. Avec une seule robe, pendant que tous les autres avaient amené des choses de partout et de par d'autres. C'était ça qui était le but en fait, le bicentenaire de la Révolution française. Et c'est là est revenu qu'on a repris les fanales de Saint-Louis et tout ça. Mais ça arrive tout le temps dans la vie d'un être humain. Parce que quand on est un être humain, on est musulman, et on est un être humain, on a des hauts et des bas. Il faut faire avec. Parce qu'il faut savoir surmonter les pentes. Quand on est artiste, il faut savoir rebondir. Le meilleur reste à venir et le meilleur, c'est ici à Matin Bonheur. Nous sommes avec Dr Zabi Jo, coach de vie, mais surtout psychologue. Couple et réseaux sociaux, on parle donc des difficultés, on parle donc des dangers, mais il est temps à présent, docteur, de nous donner des conseils pratiques. Revenons au couple qui va bien et qui peut éclater par la faute des réseaux sociaux. Alors, comment devrait donc se comporter monsieur ou madame? À quel rythme il faut aller sur les réseaux sociaux? Tout à l'heure, on disait de ne pas tout poster, mais déjà, à quel rythme il faut aller et jusqu'à quelle heure rester sur les réseaux sociaux? Déjà, la première chose, c'est de se donner des règles.
se donner des règles parce que dans tous les cas, il n'existe pas une bonne organisation sociale qui évolue en dehors de règles. Donc même le couple n'échappe pas à cette réalité-là, il faut se donner des règles. C'est-à-dire que l'usage même du téléphone doit être réglementé à la maison pour l'épanouissement du couple. Parce que je l'ai dit, plus on est sur le téléphone, que ce soit hors des réseaux sociaux ou alors que ce soit juste en communication ordinaire avec quelqu'un, même un proche, même un membre de la famille, etc. C'est des choses qui nous éloignent de ceux qui coûtent pour nous. Je veux dire, notre femme ou notre mari, nos enfants, etc. Il faut vraiment se donner des règles. Par exemple, se dire, à telle heure, on ne doit plus communiquer à la maison au-delà de 2-3 minutes. On prend juste le coup de fil, bonjour, bonsoir. Ce que vous avez à me dire là maintenant, dites-le moi demain matin. S'il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas d'urgence. On n'est pas obligé de papoter la nuit alors que le mari ou la femme est couché toute seule ou tout seul, alors que les enfants doivent être mis au lit, on a besoin d'échanger un peu avec eux, etc. Donc, se donner des règles, c'est la première chose. Et c'est la chose la plus importante. Pardon, et en même temps aussi, il ne faut pas ramener du boulot forcément à la maison. Ça, ce sont des choses qu'on doit apprendre quand, par exemple, on apprend à concilier vie de famille et vie professionnelle. Parce que ce sont des choses qui détruisent notre famille sans qu'on ne le sache, en fait. Il y a des lieux pour tout. Le travail, c'est pour le travail. Et la maison, c'est pour la famille. Aujourd'hui, on a la possibilité de lire nos mails sur nos smartphones. Et vous êtes en train de lire un mail professionnel, par exemple, et il y a une notification qui apparaît, ça vous distrait. Et là, on peut passer facilement 1 heure, 2 heures sans s'en rendre compte. C'est très vite parti, c'est très vite parti. Et même si vous voulez... sauf si notre travail l'exige, hein, et en fonction du travail de chacun, on doit adapter les choses. Sinon, l'idéal, c'est de ne vraiment pas mélanger vie de famille et vie professionnelle. C'est-à-dire que moi, je m'interdis formellement de travailler quand je suis à la maison. Je me l'interdis. C'est-à-dire, même si c'est des mails professionnels, je ne vais même pas là-bas. Bon, ça, tout le monde ne fera pas ça. Il y a des gens dont la vie professionnelle exige que même la nuit, ils jettent un coup d'œil parce qu'ils sont en relation d'affaires, par exemple, avec des gens qui sont à l'extérieur, etc. Et compte tenu des fuseaux horaires et tout ça, ils doivent travailler. C'est possible. Mais le plus important, c'est de réglementer ça. Et si jamais on se donne toutes ces règles et qu'on reçoit quand même des messages, qu'on est tenté, comment faut-il réagir? Il faut en parler aux partenaires? L'autodiscipline, premièrement. L'autodiscipline. Ce n'est pas à tout qu'on doit répondre. Parce qu'on sait qu'en répondant à certaines choses, de réponse en réponse, il y a un proverbe gourou qui dit... Allons-y. C'est-à-dire, à force de cracher, on finit par vomir. D'accord. Donc, quand vous allez répondre, la personne va vous répondre. Vous allez répondre, la personne va vous répondre. C'est là qu'une relation sérieuse va naître. Bon, même si vous ne le faites pas parce que vous vous êtes donné des règles, est-ce que vous dites, par exemple, à votre partenaire, j'ai reçu tel ou tel message un peu déplacé? Parce que sur les réseaux sociaux, il y a des messages privés. Ce n'est pas tout que tout le monde peut voir aussi. Vous savez, il y a des choses qu'on doit normalement tout partager avec le ou la partenaire. Mais là, cela doit se faire selon aussi des règles. Parce que quand vous n'avez pas préparé sérieusement votre partenaire à accueillir certaines informations, parce qu'il y a la capacité d'absorption de la personne. L'important, c'est de lui dire, mais quand je lui dis, ou bien quand la personne recherche l'information, quand je la lui donne, comment elle gère? Si je dis tout à ma femme alors que je n'ai pas pris la peine au préalable de la prévenir, de la former, de la tranquilliser, de la sécuriser, en étant le plus transparent possible, si je lui donne certaines informations, je n'aurai plus la paix. Et vice-versa. Donc, il y a un travail préalable à faire. Vous n'êtes pas transparent et puis vous voulez donner des informations. Vous êtes en train de creuser votre propre tombeau. Mais et si vous cachez, finalement, votre partenaire arrive à découvrir? Comprenons-nous bien, maman. Ce n'est pas qu'on doit cacher. Si vous ne dites rien et puis qu'on découvre. Non, il faut dire. Il faut dire, mais il faut savoir dire. Il faut savoir dire. Et à quel moment dire? Il faut préparer la personne. Il faut faire un travail de préparation. Il faut être transparent. Il faut être discipliné dans son couple. Il y a des choses qu'on ne doit pas faire. On peut faire, mais on s'interdit de faire. C'est ça la discipline, le respect strict des règles. Mais tout ne nous est pas utile. Ça ne nous est pas utile, donc on n'est pas obligé de tout faire. Je ne suis pas obligé de rester sur les réseaux jusqu'à minuit avec des gens qui ne comptent pas véritablement pour moi. Je ne suis pas obligé de le faire. Pourquoi le faire et maintenant avoir à se justifier? C'est inutile. Quand vous avez à vous justifier, vous êtes déjà dans le tort. N'ayez pas à vous justifier. Donc, créez les conditions de transparence le maximum possible. Donc ça, déjà,
il faut qu'on ait des règles. C'est ça. Deuxième chose, il ne faut pas tout publier. Vous avez votre intimité de vie privée, de vie familiale. Aujourd'hui, de plus en plus de personnes prennent plaisir à publier les images de leurs enfants, de leurs maris ou de leurs épouses, de tout ce qu'ils font sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Les réseaux sociaux ne sont pas un lieu d'exhibitionnisme. Et de comparaison. Et de comparaison. Si vous ressentez le besoin de vous exhiber, de vous faire connaître, etc., faites-le dans la réalité, mais pas sur les réseaux sociaux. Tout le monde sait que sur les réseaux sociaux, c'est du virtuel, c'est du faux. La plupart des gens se présentent sous la plus belle de leur couture. Mais en réalité... Vivez avec ces personnes-là pour savoir qui elles sont. Vous n'avez même pas besoin de vivre juste une minute et puis vous savez que tout ça, c'est du toc. C'est du rêve. Voilà. Donc, déjà, ce n'est pas tout qu'on doit publier. Publier tout, ça veut dire s'exposer. Ça veut dire se mettre en danger. Ça, il faut que les gens le comprennent clairement. Je m'expose moi-même à ne pas avoir certaines opportunités, à ne pas rentrer dans certaines portes qui pourraient s'ouvrir devant moi. Publier tout, c'est exposer mes enfants, par exemple, à certaines choses qui ne sont pas bien pour eux. Publier tout, c'est exposer mon couple à une dislocation qui peut sûrement advenir. Donc ça, ne pas tout publier. Se donner un temps pour rester sur les réseaux. Si moi, personnellement... Dire combien de temps comme ça? Non, ça dépend des réalités du couple. Moi, personnellement, je suis hyper présent sur les réseaux sociaux à cause de ce que je fais, à cause des exigences de mon travail. Mais ce n'est pas à tout moment que je dois rester sur les réseaux sociaux. Si je veux rester à tout moment sur les réseaux, je ne peux pas travailler. C'est ça. Je ne peux donc pas ramener la nourriture à la maison. Vous savez, les addictions sont très vite arrivées. Ça peut être une addiction aussi. Absolument. Les réseaux sociaux. Absolument. Quand on commence à correspondre avec quelqu'un, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous dites quelque chose, la personne vous répond, vous dites de réponse en réponse, vous ne vous rendez pas compte que très vite, vous pouvez passer 3 heures, 4 heures. Ça va durer un match de tennis. Oui. Il y a des gens qui peuvent passer toute la journée devant leur écran de téléphone. Ils ne mangent même pas. Pas parce qu'ils le veulent. Donc, toutes leurs routines professionnelles, sociales sont remplacées par les réseaux sociaux. C'est une addiction véritable. Et quand les routines professionnelles, les routines de vie sont remplacées par un produit ou quelque chose de précis, mais ce sont des circuits neuronaux qui sont désorganisés. Et ça se soigne comme si on était en train de soigner quelqu'un qui consomme la drogue. Donc c'est difficile. Il faut savoir que ce sont des choses qui doivent être régulées, réglementées, encadrées. Il faut pouvoir dire à son partenaire « stop » ou à sa partenaire « stop » à certaines choses. Si on remarque justement... Si on remarque que, par exemple, la personne est en train de s'engouffrer dans une voie qui n'est pas bonne, il faut l'interpeller. Ah, je te vois en train de correspondre avec des gens la nuit. Je ne vais pas poser le problème en termes de jalousie morbide qui va conduire l'autre à se défendre au lieu de régler le problème. Mais je vais poser calmement le problème, les dégâts que le problème produit sur notre vie individuelle, notre vie de famille, notre vie de couple, etc. Et puis, on en discute. Et on s'interdit des choses. Il faut pouvoir extraire... On parle de la communication. Communication tous azimuts. Communication à fond, communication à outrance. Suivant les règles, des règles précises de communication également. Pas une communication violente où on va être là toujours en train de juger l'autre et de le condamner, mais une communication qui est compréhensive, une communication où on comprend l'autre et où on se donne la peine de l'instruire. Parce que, rappelons-nous ça, c'est justement la compréhension de l'information qui amène la transformation. Pas les reproches, pas la violence verbale ou les cris. Non, ce n'est pas ça. C'est la compréhension. Il ne faut pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on lit sur les réseaux sociaux. Vous pouvez avoir votre partenaire qui est apprécié, on lance des fleurs, mais ça ne veut pas dire que votre partenaire a forcément des relations avec ces personnes-là qui laissent tous ces messages sur les réseaux sociaux. Donc, il faut faire preuve de maturité aussi. Preuve de maturité, preuve d'empathie. Il faut comprendre que, en général, les gens cèdent à certaines choses parce qu'ils manquent de ça. Si mon épouse est complimentée par des gens, ben, c'est une fierté pour moi. Que les gens disent que ma femme est belle, ça veut dire que j'ai le compas dans l'œil. Ça veut dire que je suis quelqu'un de bien. C'est ce que ça veut dire. Donc, si des gens complimentent mon épouse, je ne dois pas m'en offusquer. La femme fait la gloire de l'homme. Voilà. Mais je dois donner les outils à mon épouse pour ne pas qu'elle aille au-delà des compliments. C'est à moi que ça appartient. Je dois comprendre que quand ma femme sort
Elle va rencontrer des gens plus grands en taille que moi, plus musclés, plus beaux, plus riches. Elle va rencontrer tout ça. Mais c'est à moi de lui montrer que toutes ces personnes-là ne me valent pas. C'est à moi de lui donner ces outils. Pas forcément par mon niveau de compte en banque, pas forcément par le volume de mes muscles, pas forcément par la taille de mon porte-monnaie, mais justement par les valeurs intérieures que j'ai. Quand elle me regarde, même s'il lui arrive, je dis n'importe quoi, de succomber avec quelqu'un, il faut qu'elle s'asseye toute seule, qu'elle se dise, qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je cherche ici? Mais celui-là, il n'est pas à la hauteur de mon mari. Il faut qu'elle se dise ça. Et ma femme également doit aussi faire la même chose avec moi. Quand on est dans cette dynamique, il n'y a pas de raison. On se comprend et on évolue. Que de passer du temps, que de perdre du temps sur les réseaux sociaux. Prenons le temps de construire le couple, prenons le temps de communiquer, prenons le temps de montrer à l'autre l'amour et l'estime qu'on a pour notre partenaire. Et je pense qu'à partir de là, on pourrait retenir que c'est vrai. On a des dangers sur les réseaux sociaux pour les couples, mais avec de bons principes, on pourrait protéger notre couple tout en étant sur les réseaux sociaux. Vous avez tout dit? Vous avez tout dit, maman. Je deviens un peu forte, hein. Je suis à votre école. Non, là, je crois que je vais demander à la direction de la RTI de vous prendre comme coach et puis moi, je prends votre place. Ah, c'est gentil. Alors, donc, puisqu'il prend désormais ma place, comment pourriez-vous annoncer la prochaine rubrique qui arrive? Il s'agit de Info Continue avec Renaud Kévin Kobia. Alors, vous regardez la caméra en face de vous, la 2, là. C'est la 2 qui regarde ou la 1, les amis? Aidez-moi, réalisation. C'est laquelle que Dr Zabi regarde? La 2? Voilà, regardez la 2, c'est lui le présentateur. Mesdames et messieurs, l'information ne s'arrête jamais. Le monde continue de vivre et Renaud Kobia est là pour nous dire comment les choses se passent. C'est tout. Eh bien, merci de nous retrouver pour l'Info Continue. On ouvre en Centrafrique où l'ancien porte-parole de la Séléka a été arrêté. Il s'agit du colonel Christian Djouma Narkoyo. Il a été arrêté récemment à la frontière camerounaise. Ancien porte-parole de la Séléka, il est notamment suspecté de crimes de guerre commis en 2013 sous le règne de cette coalition. Christian Djouma est actuellement en garde à vue à Bangui où une enquête judiciaire est ouverte selon le parquet. On part au Sénégal où l'État du Sénégal va porter plainte dans l'affaire plutôt du Sénégalais torturé en Italie. La ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a annoncé ce mardi une plainte de l'État du Sénégal suite à la violence infligée au Sénégalais Pape Demba Wine. C'était dans la ville de Florence en Italie. Et suite à cette affaire et la vague d'indignation qu'elle a suscitée, Aïssata Tall Sall a tenu à rassurer les députés qui ont dénoncé avec fermeté les violences faites à leurs compatriotes résidant à l'extérieur. Et puis, on referme l'info continue de ce jour aux États-Unis où plusieurs blessés ont été enregistrés après une fusillade dans une station de métro. 16 blessés, c'est le dernier bilan de cette fusillade qui a eu lieu hier dans le métro new-yorkais. Une chasse à l'homme est actuellement en cours dans la métropole américaine après qu'un homme ait été vu en train de sortir de cette station de métro. Selon les autorités policières, des engins explosifs non déclenchés ont été retrouvés sur place. Elle a indiqué également qu'une personne blessée dans la fusillade se trouve dans un état assez critique. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour aujourd'hui. Merci. Merci Renaud Kobia. Bon, là, il m'a repassé le relais, Dr Zabi, le présentateur, mais il fera la conclusion tout à l'heure. C'est juste que l'information se poursuit avec Info Jour J, 17e édition du Festival international des arts de Dagoukro, FICAD, sous le thème l'industrie culturelle et des arts, facteur de développement local. Ça a débuté samedi 9 avril et ça prendra fin ce 17 avril. Si vous n'y êtes pas encore, vous pourrez justement vous y rendre. Et on retrouve la première dame à son cabinet qui recevra aujourd'hui Miss Monde Afrique, Olivia Yassé, bien sûr, pour l'honorer et la féliciter. Madame la ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant offre une rupture collective aujourd'hui même à la Questable. On pourra retrouver musulmans et chrétiens ensemble pour la rupture du jeûne. Ce mois d'avril, on le partage, c'est un mois de partage et les chrétiens vont vers la fin de leur jeûne, de leur moment
de pénitence et les musulmans vont encore continuer pour quelques semaines. Amis téléspectateurs, on a eu beaucoup de plaisir à vous présenter cette émission. Aujourd'hui, j'ai envie de dire un peu coach et le présentateur depuis quelques minutes va faire la conclusion pour vous dire au revoir. Moi, j'ai dit déjà au revoir, hein, c'est à son tour. Mesdames et messieurs, tout ce qui est doux n'est pas forcément bon. C'est tout. Donc, les réseaux sociaux, c'est vrai, c'est intéressant, mais il y a du danger à l'intérieur. Le débat continue chez vous. Ciao. Et dit, on va pas l'embaucher.